Terre à Terre, l'émission qui vous fait voir la vie en vert sur RCM. Une coproduction RCM et etc., l'association des Audaciennes qui sensibilise à l'environnement. Bonjour les sapiens, Nicolas Richard pour vous servir sur RCM, la radio de votre quotidien entre Lunéville et Saint-Dié. Comme vous le savez, on se retrouve pour un Terre à Terre, alors émission sur l'environnement, sur votre environnement, entre montagne et plaine de notre territoire. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve au studio de Lunéville. Comme vous le savez, on se retrouve soit à Saint-Dié, soit à Lunéville, soit à Thiaville, soit sur Facebook, évidemment sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je reçois Bérénice. Bonjour. Bonjour. Alors Bérénice, tu vas nous parler effectivement d'un sujet donc on n'a pas du tout encore traité sur Terre à Terre. L'émission voilà, qui traite, comme tu le sais, j'ai présenté d'environnement, de nature, mais aussi de transition. Et là, on va parler un petit peu de notre confort et d'autre atmosphère, puisque ici, tu viens nous présenter aussi la structure Atmo Grand Est. Tu vas nous expliquer un peu c'est quoi cette structure. Je pense que certaines personnes ne connaissent pas en fait votre rôle et il me semble qu'il est assez important ici de le présenter. Alors déjà, tu m'as dit que tu étais responsable unité surveillance, donc j'entends qu'il y a de la surveillance dans votre rôle. Comment tu es arrivé là? Toi déjà un petit peu ton parcours, Bérénice, comment tu arrives à travailler dans une structure comme Atmo Grand Est? C'est quoi ton métier en fait? Oui. Alors moi je viens d'à côté de Lunéville, je suis de Marinvillers, juste à côté, voilà. Après donc j'ai fait des études en environnement, j'ai toujours voulu travailler dans l'environnement. Ok. Et puis après j'ai fait un stage sur l'eau et puis j'ai fait des études aussi un peu sur l'air. Et puis quand j'ai cherché du travail, j'ai trouvé de l'emploi donc à Atmo Grand Est, alors qui était à l'époque un autre nom mais sur Metz. Oui. Voilà et donc j'étais embauchée tout au départ en tant que technicienne. Donc tu as fait tes études en Lorraine aussi pour j'ai fait mes études sur Nancy. Oui, à l'UT Nancy-Brabois, oui. Ok, voilà. Oui, faut dire aussi le type de formation. Ce genre de formation existe toujours ou ça a changé peut-être de nom? Je pense, oui. Ouais. Je pense que ça a changé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les licences. Enfin, c'était pas exactement pareil, mais la structure n'était pas la même. Mais je pense qu'il y a toujours le même de diplôme qui existe. Ouais. Donc tu sors du diplôme et hop, direct, tu trouves ce travail-là. Alors oui, effectivement, on appelait ça Air Lorraine. C'est ça. Ou même encore avant? Moi, c'était sur celle de Metz qui travaillait un peu avec Air Lorraine, qui s'appelait Air Farm. Voilà. Mais c'est la même chose qu'Air Lorraine. Même Air Lor pour les anciens à l'époque sur Nancy. Voilà, allez, oui, on va faire un peu d'historique. Air Lor, Air Lorraine, tout ça, ce sont des structures qui ont un vécu, mais qui existent entre guillemets encore aujourd'hui. Mais après X fusion, qui maintenant aujourd'hui. Voilà, Atmo Grand Est. C'est ça. Tout le monde a été regroupé dans Atmo Grand Est. Moi, l'association sur Metz, on a fusionné avec celle de Nancy, on a fusionné avec celle de Strasbourg et celle de Champagne-Ardenne. Et tout ça, en fait, ça donne Atmo Grand Est parce que la loi dit qu'il faut une seule association par région. Okay. Donc, comme on a suite à la fusion des régions, il y a eu la fusion également des associations de surveillance de la qualité de l'air. D'accord, donc tu as vécu tout ce chamboulement et ces changements. Alors, tu m'interpelles, c'est une association? C'est une association. D'accord, ah oui, ok. Et donc c'est pas une entité de l'État, ni... vous avez des missions, mais vous n'êtes pas lié à un organisme public directement? Non, c'est vraiment une association. Alors par contre, on a un agrément du ministère pour pouvoir surveiller la qualité de l'air. Il y a une association par région et puis on a une gouvernance en fait tripartite avec à la fois les collectivités, les industriels et puis les associations d'environnement pour justement garantir l'indépendance. D'accord. Vous êtes aussi, il faut être reconnu d'utilité publique ou c'est juste cet agrément qui de toute façon vous permet de travailler sur le sujet dont on va développer C'est vraiment cet agrément-là, oui. D'accord. Ok. Et du coup, ça te passionne toujours autant? Oui, ça fait depuis 2001 que je travaille dans les associations de surveillance de la qualité de l'air. Donc j'ai vu pas mal de sujets différents, etc. Donc oui, ça me passionne toujours autant, même après plus de 20 ans. Alors c'est sûr que je vais te poser la question, peut-être après avoir présenté toutes tes missions, mais voilà, cet historique-là va m'intéresser par rapport à ce que tu as vu évoluer. Est-ce qu'il y a des améliorations? Est-ce qu'il y a encore évidemment, j'imagine, des choses à faire ou des nouvelles choses, des nouveaux, pas des nouveaux combats, mais voilà, des nouveaux sujets qu'il va falloir traiter maintenant ou à l'avenir.
on se la garde au frigo. Donc si vous nous écoutez, si vous inquiétez de la surveillance de l'air, mais on va parler de l'air intérieur, parce qu'évidemment on est souvent dans un bâtiment, on est souvent enfermé, on a tous connu le fait d'être confiné. Qu'est-ce qui se passe après tout à l'intérieur et comment bien faire les choses. Et puis une petite particularité en troisième partie où on va parler du radon. Et ça, c'est une mission aussi que vous avez, et je pense que les gens surtout de Saint-Dié, les deux Audaciens, écoutez bien cette partie-là, parce qu'elle peut vraiment activement vous concerner si vous n'avez pas encore entendu parler de cela. Alors du coup, Atmo Grand Est, quelles sont ses principales missions sur ce territoire-là, effectivement, de Strasbourg à Reims, en passant par Nancy, et donc la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Tous tes collègues et toi, c'est quoi vos missions en fait? Vous êtes combien? C'est beaucoup de personnes, non? On est plus de 80 maintenant, oui. D'accord, ouais. Oui. Et nos missions, c'est surveiller la qualité de l'air. Alors pour ça, il faut la mesurer. D'accord. Voilà. Après, la prévoir aussi. Ouais. Donc il y a une unité Atmo Grand Est où leur travail, c'est de faire de la modélisation, donc de prévoir à partir des données météorologiques, des émissions des véhicules, par exemple, de prévoir la qualité de l'air pour le lendemain. Par exemple, on a l'indice de la qualité de l'air et on sait pour demain, sur Lunéville, si la qualité de l'air sera bonne ou mauvaise. Ah oui, donc des fois, on voit sur les bords de route des indications qualité de l'air, donc ça vient de vous? Ça vient de nous, oui. Ok, c'est voilà. Pas Météo France, c'est bien, c'est Atmo Grand Est qui donne, c'est orange demain, il y a le système de couleurs, si je me trompe pas, un peu pour alerter un petit peu tout ça, et notamment, évidemment, avec l'activité de la voiture, si je comprends bien, entre autres. Oui, c'est une des sources d'émissions parce que notre rôle aussi, c'est de faire l'inventaire de toutes les émissions. Donc, il y a des gens qui calculent ça, en fait, toutes les émissions. Et puis aussi d'accompagner pour pouvoir, après, mettre en place, que les collectivités, par exemple, mettent en place des actions pour réduire la pollution. Voilà. D'accord. Et puis, on alerte aussi sur les pics de pollution. Donc ça, quand il y a des pics de pollution, c'est nous aussi qui transmettons les informations au préfet, qui après prend des mesures pour limiter la pollution. Donc d'anticiper un petit peu le rôle de tes collègues aussi, d'anticiper un peu des pics potentiels. C'est ça. Pour un petit peu atténuer le pic justement un petit peu avant. C'est ça. Par exemple, il y a une équipe qui travaille il y a une personne qui travaille tous les jours, qui est d'astreinte. Oui. Et cette personne, elle regarde par rapport à la pollution, par rapport à ce que disent les modèles pour le lendemain, s'il y a un risque de pollution pour demain, par exemple sur les particules. Oui. Et s'il y a un risque de pollution, elle déclenche une procédure qui va en fait dans les médias, préfecture, etc. Et ça enclenche un pic de pollution. Voilà, on est tous concernés parce que du coup là, il n'y a pas de... Bon, on est peut-être plus sensible, mais en fait, on peut être tous atteints, j'imagine, pas d'un coup, mais par petites touches sur une vie entière, on peut être atteint et avoir des risques, j'imagine, de santé. Ces risques-là, c'est quoi? On le connaît aujourd'hui ou c'est un panel, c'est l'effet cocktail aussi qui fait qu'on peut avoir des pathologies derrière peut-être cancer, mais peut-être pas que ça, problèmes respiratoires ou autre chose, j'imagine. C'est ça que... Est-ce qu'il y a un travail derrière avec le monde de la santé, j'imagine, au niveau d'Atmo Grand Est? Oui, alors en fait on a des stations de mesure sur tout le territoire, donc pour mesurer déjà l'air extérieur, et ces stations de mesure, elles mesurent toute l'année, et ça nous permet de voir ce qu'on appelle la pollution long terme, donc ce qu'on respire tout au long d'une vie. Voilà. Et puis après, les effets sur la santé, ça dépend des polluants. Les effets, par exemple pour les particules fines, ne sont pas tout à fait les mêmes que pour d'autres polluants, mais en général, c'est des infections qui sont plutôt respiratoires, aussi des atteintes cardiovasculaires. Bien sûr. Voilà. Et puis on travaille effectivement beaucoup avec le monde de la santé, pour sensibiliser les gens. On parlait des pics de pollution, mais il y a des gestes simples à faire lorsqu'il y a des pics de pollution. Par exemple, des personnes sensibles, éviter d'être à côté d'une route à fort trafic, de faire du sport aussi pendant les périodes où il y a plus de pollution. Voilà, c'est des gestes simples et c'est vraiment l'objectif, c'est de sensibiliser aussi pour que les gens protègent leur santé pendant ces périodes-là. On est vraiment en lien avec une grosse bulle, la santé et l'environnement, la santé et notre environnement. Et c'est vrai que j'imagine le travail en lien avec, par exemple, l'Agence régionale de santé, j'imagine, ou d'autres organismes. Vous avez d'autres services de l'État ou de choses comme ça avec qui vous travaillez fortement, j'imagine? On travaille beaucoup avec l'Agence régionale de santé, effectivement. Et puis, il y a une collègue aussi qui travaille spécifiquement avec, par exemple, des hôpitaux, etc., des médecins sur différents sujets, ou faire des projets aussi pour mettre en lien la qualité de l'air avec la santé. Donc, effectivement, on travaille beaucoup en interaction avec
les professionnels de santé. Bon, on peut déjà vous remercier de surveiller tout ça. Alors pour nous tous, et puis j'imagine derrière des messages de prévention qu'on va un petit peu développer ici dans Terre à Terre. Et toi spécifiquement, alors ton rôle dans tout ça, voilà, on le disait, Bérénice, tu es responsable unité surveillance. Oui. En quoi ça consiste en gros ton quotidien dans cette mission-là à Atmo Grand Est? Oui, alors dans l'unité surveillance, il y a des choses assez diverses. Il y a donc toutes les stations de mesure dont je parlais tout à l'heure. Oui. Donc les stations de mesure, il faut les données, elles donnent des données, il faut les exploiter, etc. Donc, on les voit pas forcément, elles sont peut-être discrètes, où il y a des petites remorques, il y a des petites choses comme ça qui sont disposées. Mais oui, c'est ça, il y a des petites remorques, et puis les stations de mesure, c'est des cabines en fait. Voilà, donc elles vont émettre des données, donc il faut surveiller ces données-là, les valider. Ok. Voilà, dans mon unité, il y a aussi la surveillance des pollens. Ah oui. Voilà. La surveillance de l'air intérieur. Ça va commencer là, du coup. Sur les pollens. Déjà. Sur les pollens, on a déjà eu une petite alerte début d'année, et là, je pense que d'ici même la semaine prochaine, ça va s'amplifier, quoi. On voit les saules bien jaunes, le noisetier, c'est un peu les premiers que vous voyez arriver, j'imagine. Oui. Après, ça dépend du temps qu'il fait. Là, il pleuvait beaucoup, donc ça permet de disperser les pollens, mais il suffit qu'il y ait une petite période de beau avec pas beaucoup de vent, enfin voilà, pas beaucoup de dispersion, et là, ça va augmenter au niveau des pollens et malheureusement au niveau des allergies aussi. D'accord. Ouais. On peut devenir allergique, ou c'est forcément quelque chose qui est un petit peu induit et un jour on découvre qu'on est allergique à tel et tel pollen, ou ça peut arriver au fil d'une vie de dire en fait j'étais jamais trop sensible, mais là d'un coup je suis dans une région et je suis pas bien, et comme par hasard on fait le lien avec l'arrivée d'un pollen bien particulier, ça peut arriver. Oui, apparemment les allergies peuvent se déclarer tout au long de notre vie. D'accord, ok. Donc on faut toujours être. Donc là il y a aussi une surveillance, et on voit. Alors si tu me dis si je me trompe, donc là il y a Pollinaire, c'est ça? Oui, il y a Pollinaire. Qui permet de surveiller, d'être renseigné sur un pic de pollen de saule, de noisetier, de graminées, évidemment un peu plus tard. Et on peut suivre ça. Oui, il y a Pollinaire, donc il y a un réseau citoyen aussi. Donc les citoyens peuvent déclarer en fait s'ils observent une plante qui est en pollinisation, et ça permet de donner de l'autre information à ceux qui sont allergiques. Ça fait partie des sciences participatives. Vous avez besoin de chaque citoyen pour avoir des infos aussi. Il n'y a pas que les capteurs, il y a aussi les gens. Oui. Et super. Et on recherche des sentinelles en permanence. Sur Pollinaire, on recherche toujours, parce que plus on a d'informations, plus il y a de personnes qui participent. Plus l'information est aussi précise. Bien sûr. Donc après, ces personnes qui s'intéressent, elles peuvent se connecter sur Pollinaire, le site Pollinaire, et après s'inscrire pour être sentinelle. D'accord, donc notez déjà, on sait qu'à Terre à Terre, il y a beaucoup d'informations. Pollinaire, vous êtes sensible, ou vous connaissez forcément des gens qui sont sensibles peut-être au pollen, allez-y sur Pollinaire, sur internet, et vous pouvez devenir une sentinelle, c'est ça? Une sentinelle, soit avoir des informations sur la pollinisation pour les personnes qui sont allergiques, soit les personnes qui aiment un peu les plantes, ils connaissent un peu les plantes, etc. Mais sans avoir parce qu'ils sont formés, ils reçoivent un petit kit, etc. Peuvent devenir sentinelles, et puis faire des observations régulièrement tout au long de l'année pour donner des informations sur la pollinisation. Ok, et donc c'est toi aussi, ça fait partie de ton service, toutes ces surveillances-là aussi, du pollen. Oui. Il y a d'autres choses spécifiquement, tu m'as dit tous les particules ou d'autres gaz qui peuvent se trouver dans l'atmosphère, les pollens. Il y a d'autres choses à surveiller spécifiquement dans vos capteurs, on va dire, dans vos autres petites remorques ou capteurs divers et variés? Oui, alors dans mon unité, on fait aussi des campagnes de mesure, parce qu'il y a les stations qui sont fixes, mais on réalise aussi des campagnes de mesure. Donc par exemple, sur une agglomération, on peut mettre la même chose que dans les stations fixes, mais dans un laboratoire. Voilà, ou alors par exemple, on a des dispositifs pour faire une sorte de cartographie, par exemple, avec le dioxyde d'azote, qui est un polluant qui est émis par les voitures. Oui. Et on peut mettre des petits tubes passifs à différents endroits de la ville et faire une cartographie comme ça des niveaux de dioxyde d'azote dans une ville. Il faut mesurer à différents moments de l'année, ou il y a des pics des fois par rapport à la météo, par rapport à la saison, ça c'est... Oui, alors le dioxyde d'azote c'est plus en période hivernale, parce qu'il qu'il est lié aussi au chauffage, donc il y a plus de chauffage aussi en hiver. Et puis en hiver, on a des conditions, quand il fait froid, avec un temps sec et ensoleillé, qui sont plus favorables aussi à l'accumulation des polluants. D'accord. Alors sur Lunéville, c'est peut-être un peu moins marqué, par exemple sur Nancy, c'est un peu une cuvette, et en fait, pendant ces conditions-là, l'air ne peut pas s'échapper, en fait, il reste au sol, il reste bloqué au sol, et c'est là qu'on trouve les épisodes de pollution. Ça stagne un petit peu sur ces périodes-là d'hiver, parce que c'est
c'est vrai qu'on a l'image de ce fameux nuage un peu de pollution en été parce qu'il fait chaud et effectivement on continue d'avoir des pics de pollution. On en parle moins pour l'hiver d'ailleurs, on parle plus souvent ceux de l'été peut-être. Sur l'hiver, c'est une image que j'ai qui est pas forcément bonne d'ailleurs, mais il y a plusieurs choses à surveiller au fil de l'année en fait. Oui, c'est ça. Sur l'hiver, c'est plus donc les particules fines, hein, puisque elles sont émises aussi par différentes sources, dont les voitures, dont le chauffage. Le chauffage qui est là est plus évidemment. Et donc présent, là, c'est plutôt en hiver parce que lié au même phénomène, mais par contre en été, c'est l'ozone. Voilà, c'est vraiment un polluant qui est estival, qui se forme quand il fait chaud et puis quand il y a de l'ensoleillement. Ok. Donc ouais, c'est des paramètres qui tombent, mais en intersaison ça va, on est moins tranquille, mais c'est plus les pollens là, du coup on va arriver là au printemps, c'est fin d'hiver, ces premiers pollens, et puis ça va s'enchaîner jusqu'à fin de l'été quasiment. C'est ça, oui, parce on arrête en septembre en général la surveillance. Oui. Ok. Et là, déjà si vous connaissez pas, je pense qu'on a un petit peu plus une idée, surveillance, et aussi comme aujourd'hui, puis avec tes collègues, sensibiliser, communiquer, ça, évidemment sur tout ça qui est important aussi chez vous. Oui, qui a un rôle aussi d'Atmo Grand Est de sensibiliser la population, effectivement. D'accord. En tout cas, je te remercie encore de venir parler de cette structure que vous connaissez peut-être pas sur les ondes d'RCM aujourd'hui sur Terre à Terre. On va revenir à une deuxième petite pause, mais on fait une petite pause musicale. Là, tout simplement, tu as choisi les Stones. Oui. Tu aimes bien, tout simplement? Oui. Eh ben, on se fait ce petit plaisir dans vos oreilles. On va écouter les Stones et puis on se retrouve juste après pour parler effectivement de l'air intérieur. Terre à Terre, l'émission qui vous fait voir la vie en vert sur RCM. Une coproduction RCM et etc., l'association des Audaciennes qui sensibilise à l'environnement. On se retrouve sur Terre à Terre pour une deuxième partie. Si vous n'avez pas suivi, je suis avec Bérénice pour la structure Atmo Grand Est. Vous le savez, Terre à Terre, on se retrouve à chaque fois avec des invités. Ici, là, au studio de Lunéville. Vous allez pouvoir nous retrouver sur Facebook aussi, sur la page de l'association, etc. Mais évidemment sur la page de la radio. Et puis, évidemment, j'espère sur la page de Atmo. J'imagine que vous avez une page Facebook aussi. Atmo Grand Est qui fait la surveillance, la sensibilisation à l'air en général, et donc on en a bien besoin de surveillance comme ça, ou pour ceux qui sont allergiques au pollen, peut-être qu'ils y connaissent déjà, mais si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir. Alors il y a un site, j'imagine, pour aller voir un petit peu les infos, tout ce que vous faites, et puis aussi peut-être de la ressource. C'est quoi, tout simplement atmograndest.com? C'est ça, oui. Il me semble que c'est .u, mais vous tapez, on peut taper Atmo Grand Est si on nous trouve. On trouve sur notre site internet et il y a plein d'informations sur la pollution de l'air. Ouais, au passage, il y a des Atmo dans toutes les régions, du coup, c'est bien ce que tu disais un peu en intro. Il y a un Atmo par région. Donc faut pas se tromper, chez nous, évidemment, c'est bien Grand Est. Donc surveillance. Alors, quelque chose qui va nous intéresser aussi, on a parlé pas mal de la surveillance que vous faites aussi sur l'atmosphère, donc l'air extérieur, mais aussi à l'intérieur. Alors là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il y a des problèmes aussi en intérieur par rapport à l'air, c'est ça? Oui, alors c'est assez différent à l'air intérieur par rapport à l'air extérieur. Alors on surveille aussi l'air intérieur parce que finalement on passe 80% de notre temps dans un espace fermé finalement. Oui, si on fait le compte, plus que dehors. Oui. Surtout, quand on sort, on retourne dans une boîte à 4 roues avec un volant, donc on est encore quelque part un peu enfermé. Mais oui, on est beaucoup de temps enfermé. On est beaucoup dans des moments où on est enfermé, et en fait la pollution de l'air intérieur est assez différente de l'air extérieur. Alors bon, il y a quand même l'air extérieur qui va pénétrer à l'air intérieur. Bien sûr. Mais on estime que en fait l'air est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord, donc là on est plus au contact de polluants quand on est à l'intérieur qu'à l'extérieur, alors que peut-être dans l'imaginaire collectif, je sais pas, vous me dites si vous me trompez, réagissez sur Facebook après, mais on se sent plus sécurisé à l'intérieur, on se sent moins en contact de pollution, d'agression ou de choses comme ça, alors que là à l'intérieur, au niveau de l'air, on a plus de polluants. Alors ils viennent d'où ces polluants de l'air intérieur en fait? Ils viennent de différentes sources. Ils viennent par exemple de tout ce qui est produits ménagers, quand on fait le ménage. Donc là, c'est une source de pollution. D'accord. Tout ce qu'on va avoir comme activité dans la maison, par exemple, quand on va faire la cuisine aussi. C'est pour ça que naturellement, on va ouvrir les fenêtres, quand on a des hottes, parce que finalement, quand on cuisine, on va polluer, on va polluer l'air.
Donc les activités, quand on va bricoler, etc., il faut faire attention aussi aux produits qu'on utilise, parce que en fait, à partir du moment où on met en place une peinture, etc., ça va émettre ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. D'accord. Voilà. Donc les sources, donc les activités, les matériaux qui sont aussi. Si on voit sur des étiquettes, voilà, les particules, les COV, voilà, composés organiques volatiles, c'est ça qu'on voit un peu en abréviation, c'est la même chose. Alors sur tout ce qui est matériaux de construction, décoration, il y a une étiquette qui va de A plus à C. Oui. Voilà, et qui prend en compte. On connaît parce qu'on a connu par rapport à l'énergie, mais en fait il y a aussi une étiquette qui ressemble, mais qui mesure pas du tout la même chose. C'est ça. Qui mesure bien l'impact sur l'air intérieur. C'est ça, qui mesure en fait qui indique les composés organiques volatiles, mais ça, on ne peut pas se poser la question là-dessus, mais prendre en tout cas en compte l'étiquette qui va de A+ jusque C. Et en choisissant A+, on sait que ça émet moins de produits nocifs. Donc le fabricant a fait un effort pour qu'une fois qu'on pose ce vernis, cette colle, cette peinture, elle dégage moins de polluants au fil de sa vie, quoi, quelque part, que ce soit sur un meuble, sur un mur, il y a toujours des petits composés qui vont s'évacuer. C'est ça. Et là, il y en a moins, on va dire, quand on a A+. C'est ça, il y en aura moins. Après, il faut toujours penser à bien aérer derrière. Une fois qu'on a fait sa peinture, etc., ou ses travaux de rénovation, à aérer au moins pendant 15 jours, de façon assez importante. Ah oui. Mais en prenant en compte l'étiquette A+. Donc là, on évite de polluer l'air intérieur. Quand on vient de refaire une pièce ou quand on a... C'est ça. Oui, il faut un petit peu de temps, quoi. Et donc là, il ne faut pas hésiter à aérer, grandement aérer. Pendant au moins les 15 jours qui suivent. Voire un mois, c'est bien, mais au moins 15 jours. Ok. Et donc c'est vrai qu'il y a tous ces composés, donc après tous ces agents qu'on utilise. Produits ménagers, alors tu disais, ça tout le monde en a. Alors comment on fait pour être un petit peu plus... quelle astuce on peut mettre en place pour déjà avoir moins d'impact quand on les utilise, puis quand on les stocke aussi, j'imagine. Oui, alors pour les produits ménagers, la première chose c'est d'en avoir le moins possible, moins diversifié, parce que plus on a diversifié, plus on a de molécules différentes. Lentilles, machin, le gratte pour ça, le nettoyant pour ci, la baignoire, le four, la vitre. C'est ça. Oui, c'est vrai que ça va vite, on en a vite une dizaine dans le placard. C'est ça, puis les produits les plus naturels possibles, par exemple le vinaigre blanc ça marche très bien, le savon noir ça marche bien aussi, on peut aussi même fabriquer ces produits d'entretien, sur des produits qui sont naturels, et puis il faut avoir en tête en fait que normalement le propre ça sent pas. On a l'habitude d'utiliser un produit qui va sentir bon le citron par exemple, mais ça veut dire qu'ils ont rajouté du limonène, et en fait tout ce qui est odorant ça veut dire qu'il y a une molécule chimique derrière, alors qu'en fait finalement le propre ça sent rien. Mais on a tellement l'habitude dans l'imaginaire, il faut que ça sente bon pour qu'on ait fait le ménage, en fait on rajoute des produits qui sont inutiles et qui peuvent être allergisants, quoi. Alors pour ceux qui ont déjà lu des étiquettes, nous on réalise au niveau de notre association beaucoup de petits ateliers pratiques pour apprendre à faire un petit peu plus soi-même en utilisant des produits plus simples. Alors quand on dit plus simple, ça veut pas dire qu'on va l'utiliser n'importe comment. Effectivement, le vinaigre, le bicarbonate, le savon noir, ou encore peut-être la lessive un petit peu faite autrement, les huiles essentielles, tout ça c'est à utiliser malgré tout avec précaution, mais aussi dans l'air intérieur, ça n'aura pas le même impact du coup ces produits-là. Ils auront moins d'autres composants qu'on ne soupçonne pas, quoi, en fait. Oui, les produits naturels, il y a beaucoup moins de composants, la composition est beaucoup plus simple, donc il y a moins d'impact. Et puis il n'y aura pas tous ces produits qui sont rajoutés pour dégraisser, etc. Alors que le vinaigre blanc, ça marche très bien. Donc, voilà. Ça désinfecte, ça tue tout ce qu'on a envie que ça tue. Au niveau, on parle de biocides, donc ça tue le vivant, donc ça va tuer les bactéries. C'est ça qu'on recherche, avec notamment un désinfectant, le vinaigre blanc en est un bien. Alors c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que ça a un peu changé par rapport à ça, parce qu'on voit tous ces produits-là maintenant assez récurrents, vinaigre, bicarbonate, on les trouve assez facilement maintenant dans les magasins. C'était peut-être pas si évident il y a quelques temps. Est-ce que toi tu perçois cette évolution-là aussi? Oui, je pense qu'il y a une évolution, une prise de conscience un petit peu de la société aussi par rapport à ça. Par rapport à il y a 20 ans, on était tout pour le tout chimique. On a un peu évolué quand même, parce que on se rendait compte qu'il y a des impacts sur la santé. Tout bas, donc la marque on la connaît bien. Ça sent fort aussi. Alors là c'est fort ça pour l'air intérieur. Ah oui, le chlore, ça fait une molécule qui est toxique. D'accord. Donc si on utilise encore
j'allais dire arrêter tout de suite. Oui. Après, c'est comme tout, c'est comme par exemple brûler de l'encens ou des bougies parfumées. Donc on rajoute, c'est pareil, c'est le même principe, on rajoute de la chimie. Après, l'idée aussi, c'est de faire les choses avec parcimonie. Voilà, c'est pas non plus de complètement arrêter de vivre et de plus rien faire. Si quelqu'un aime bien utiliser une bougie parfumée de temps en temps, tant qu'il y a un prix de l'air derrière, il n'y a pas de souci. Voilà, mais il faut faire les choses avec réflexion, parcimonie. Voilà. On retrouve tout en fait, rien ne disparaît vraiment. Plus il y a des molécules qui sont complexes, elles vont se retrouver dans les tapis, sur les meubles, donc entre guillemets dans la poussière. Et ces molécules, dès qu'on remue un peu, on va aérer, elles vont aussi se rebalayer. Alors le seul moyen d'évacuer tout ça, alors on a dit le ménage, ça c'est déjà la première chose, utiliser moins de produits. Les stars, on va dire, des produits dites des recettes de grand-mère, mais je pense que c'est maintenant des recettes... en fait, c'est moderne de faire ça. Du coup, le bricolage, alors c'est pareil, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on stocke et ce qu'on utilise. Donc tu as parlé de l'étiquette A+, par rapport à ces matériaux-là. On les trouve que sur les produits dits de bricolage, ou on les trouve sur d'autres types de produits? Produits construction décoration. Donc décoration, d'accord. Oui. Donc même si on est un peu sur de la déco, colle, des choses comme ça, on va les retrouver. Les colles, le parquet, ça se retrouve, voilà. Ah oui, donc même les objets type parquet, ou ça aussi, on va retrouver cette étiquette-là, pas que sur les produits, on va dire, qu'on utilise pour assembler, coller, vernir, peindre. C'est principalement ceux-là, mais il y aura aussi le parquet, etc. D'accord. Voilà. Mais par contre, il n'y a pas l'immeuble. Oui. Pas encore, ça. Pas encore. Ça peut venir, non? Il y avait un projet, mais c'est long, parce que c'est pas si simple que ça à mettre en place. Et, voilà. Mais c'était en projet, et les produits d'entretien aussi, c'était en projet. D'accord. On n'a pas encore cette étiquette-là. Non, on n'a pas encore. Par contre, sur les produits d'entretien, on trouve des pictogrammes de danger. Donc ceux qui sont rouges et noirs... il y en a 9 à ma connaissance, donc cela aussi donne déjà une information. Oui, ça, il faut vraiment éviter d'avoir un pictogramme de danger, en fait. Si on n'en a pas, c'est mieux. Il y en a qui ont connu peut-être les pictos orange. Bon, maintenant, voilà, ils ont changé depuis maintenant un petit moment. C'est les 9 pictos, vous pouvez les retrouver, je vous le dis, 9pictos.com, il me semble. Vous avez les 9, dont la fameuse tête de mort, dont le point d'exclamation, et le petit poisson et l'arbre mort d'enjeu pour l'environnement. Voilà, il y en a quand même pas mal. Et c'est vrai que dès qu'on retrouve sur de la lessive, sur des produits de bricolage, on tombe sur 1, voire 2 de ces pictogrammes assez vite. Et c'est pas juste le fait de les mettre à l'abri et à la portée des enfants, il y a aussi un impact sur nous, quoi. Tout à fait, ouais. Et donc des fois, en domestique, est-ce qu'il y a aussi l'aspect un peu comme on disait dans les jardins, de produits aussi phytosanitaires qui j'imagine aussi faut stocker aussi de manière raisonnable, d'aller un petit peu plus fort sur la dose? Peut-être des professionnels vont utiliser ces produits-là, mais de manière peut-être un petit peu plus surveillée. Mais en mode domestique, on a un peu la tendance de mettre un petit peu plus dans le seau ou de surdoser, quoi. Est-ce qu'il y a aussi cette tendance-là en domestique, pour moi, il faut proscrire complètement les produits phyto. Parce que voilà, on en parle en agriculture, etc. Et du coup, en domestique, c'est encore pire parce que là, on va vraiment les respirer directement. C'est des molécules, une molécule comme la permétrine, qui est une molécule qu'on se retrouve encore des années après. Ah oui. Voilà, donc, même si on a arrêté, on va la retrouver. Voilà, donc bien après, c'est sûr que si le chat a des puces, etc. Il faut bien le traiter, mais il faut vraiment éviter de le faire, de l'utiliser de façon très régulière. Voilà, il y a beaucoup de sources en fait. Je me rends compte il y a beaucoup de sources. Après, énormément de sources de pollution. Les produits ménagers, produits de bricolage, peut-être tous ces produits-là, les meubles. Oui. Suivant qu'est-ce qu'ils ont eu comme peinture, comme vernis, encore une fois. Mais là, tu parlais effectivement, les produits phytosanitaires peuvent être utilisés pour les plantes vertes, même si on n'a pas de jardin. On peut mettre de l'engrais dans la plante verte, on peut nettoyer les feuilles avec je sais quel produit. Faut éviter, aussi, quoi. Faut éviter quand même. Ouais. Donc là, si on peut les enlever, c'est bien. C'est ça. Alors, intéressant aussi, tu m'as parlé des encens. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, si on veut pas utiliser ces produits-là, ou très rarement encens, papier d'Arménie et autre chose? Qu'est-ce qu'il faut utiliser du coup si quelqu'un a envie que ça sente bon chez soi, entre guillemets? C'était en fait, on peut l'utiliser, mais pas de façon fréquente, pas tout le temps, tous les jours, et pas des quantités importantes. Et un petit peu, on peut. Tout petit peu, de temps en temps, quand il y a un besoin. Voilà, et puis surtout aérer derrière, en fait. D'accord. Parce que, en fait, là, on parle beaucoup des sources, mais c'est vrai qu'un des gestes simples pour l'air intérieur, c'est vraiment d'aérer 10 minutes par jour chaque pièce. Et en aérant, on va chasser tous les polluants de l'air intérieur. Parce que c'est vrai qu'on va pas enlever toutes les sources d'un coup, donc c'est bien de les connaître. Oui.
Mais du coup, il y en aura quand même, c'est des polluants quand même. Donc on les évacue par cette aération, donc on a plusieurs possibilités. Tu parles d'aération, donc 5-10 minutes 10 minutes, 10 minutes. Ouais. Alors, il vaut mieux faire une aération en grand, en transversal, parce qu'en fait, on va pas refroidir les parois, parce que souvent on nous dit, j'ai aéré, mais c'est un oscillobattant, et ça met, sur une pièce, ça met 1 heure pour changer tout l'air de la pièce. Un grand coup d'un coup. Un grand coup en courant d'air. Plutôt que d'attendre 3 heures, 4 heures, un tout petit peu, et on va refroidir la pièce. On va refroidir la pièce, et après, on va consommer du chauffage pour s'en mettre à température, et puis ça va pas être confortable, donc du coup, on aura tendance à moins le faire. Ça peut sembler bizarre de dire, mais si j'ouvre en grand, je vais refroidir, mais en fait, une fois qu'on a fait ça 5-10 minutes, on va vite retrouver la sensation de chaleur, mais on aura renouvelé tout le volume d'air de la pièce sans impacter la chaleur acquise par les meubles, les murs. Effectivement, ça va pas refroidir à la même vitesse, quoi. Vous êtes vraiment sur un changement d'air global. Et alors, c'est vrai que quand on fait le ménage, il y a un peu cette habitude là, je passe l'aspirateur, je tape les coussins et tout ça, là on ouvre, et encore plus quoi, c'est encore plus l'intérêt de le faire, parce que là on remue un petit peu pas mal de choses quoi du coup, donc il faut continuer. Alors il y a problématique des animaux. Alors, on adore nos petits animaux, les chiens, les chats, hamsters, lapins, c'est une source de pollution aussi ça du coup j'imagine. Après il y en a ça peut créer des allergènes, après ça dépend si on est allergique ou pas, voilà. Après c'est sûr que ça amène d'un peu de saleté, un peu de après ça dépend donc là ventilation obligatoire aérée quoi, voilà c'est ça, l'aération. Alors on va parler, il y a la ventilation mécanique contrôlée, la VMC. C'est obligatoire ça. Alors en France, il y a effectivement des normes pour des débits de ventilation. Après, en France, on est beaucoup sur la ventilation simple flux. Alors, je ne vais pas être trop technique, mais en gros, on extrait l'air dans les toilettes. Vous voyez souvent la bouche d'air dans les toilettes ou dans la salle de bain ou dans la cuisine. Et puis, on a des grilles sur les fenêtres. Voilà. Alors déjà, le premier geste, c'est les grilles sur les fenêtres. Il ne faut pas les obstruer parce que des fois, ça peut faire des courants d'air. Mais en fait, il faut se rendre compte à quoi ça sert. Ça sert surtout à notre santé, en fait. Donc, il ne faut pas les obstruer. Que le circuit se fasse correctement. C'est ça. Et effectivement, ça, on travaille beaucoup avec les bailleurs, avec les gens qui sont en location ou même des propriétaires, et ils comprennent pas effectivement l'intérêt de ces réglettes au-dessus des fenêtres. Alors, la seule chose qu'on peut conseiller, c'est même si vraiment il y a une journée de grand vent, peut-être que s'il y a 2 fenêtres avec 2 réglettes, il y en a peut-être une qui peut être juste un tout petit peu restreinte, mais il faut obligatoirement en garder une bien ouverte et la rouvrir derrière quoi. Voilà, c'est ça, de la rouvrir derrière, donc quelque chose qui peut s'enlever, se remettre, mais pas en permanence, parce que sinon vous allez vraiment avoir une VMC qui fonctionne mal, qui tourne pour rien, et puis du coup vous allez encore avoir les polluants intérieurs qui s'accumulent, et il y a aussi la gestion de l'humidité, du dioxyde de carbone, il faut pas oublier dans tout ça quoi. Sinon on a des bâtiments qui sont pas très sains en fait. En plus. Là c'est ça, il faut avoir une aération, un changement d'air en fait pour après l'ouverture des fenêtres, la ventilation, surtout l'ouverture des fenêtres, c'est des choses qu'on faisait depuis très longtemps. C'est des gestes simples parce qu'on évacue les virus aussi en fait. On évacue les bactéries en ouvrant. On en a beaucoup reparlé forcément à cause du Covid, mais c'est quelque chose qui se fait dans des écoles, qui se fait dans des bâtiments, mais c'est vrai qu'à la maison il faut avoir un peu le réflexe de le faire, même si on a une VMC. Même si on a une VMC. Alors après, si on a une VMC double flux, donc qui est c'est un peu différent de la simple flux, plus évolué, qu'on récupère l'énergie, qui est vraiment bien dimensionnée, ce qui est plutôt rare, et qu'on a changé les filtres régulièrement. Voilà, donc ça fait quand même plusieurs choses à penser. Oui, il faut de l'entretien. Vraiment, dans les cas-là, si on a vraiment fait attention à sa VMC, on peut ouvrir un petit peu moins souvent les fenêtres. Mais c'est quand même rare, donc moi je dis, vaut mieux quand même ouvrir les fenêtres tous les jours, et comme ça on est sûr de changer la qualité d'air. Oui, puis on n'est pas, à part ceux qu'on construit, ceux qui ont fait un peu de la rénovation, ils savent quel type de VMC ils ont. Pour le coup, quand on arrive dans des logements, il y a des VMC, mais on a plus tendance à les boucher aussi et à mal réagir. Donc ne bouchez pas vos réglettes, soyez un peu vigilants. Il faut bien qu'il y ait un parcours de l'air qui se fasse. Et même si les portes sont fermées, l'air passe en dessous. Oui, alors c'est pareil. Toilettes, en dessous de la salle de bain, la porte de ces pièces-là peuvent se fermer, mais l'air passe quand même. Tout à fait, oui. C'est le détalonnage des portes auquel il faut faire attention, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait ce petit passage d'air en dessous de la porte. Oui, le petit centimètre, ça suffit largement. Et c'est lié justement à la circulation de l'air, en fait. Alors beaucoup vous êtes en appartement, vous avez une VMC. Il y a des bouches d'extraction, il faut les entretenir. Oui, il faut les nettoyer. Les nettoyer. Parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humidité, il y a plein de poussières qui sont attirées, donc là, forcément, il y a un nid un peu à nettoyer régulièrement, et vous aurez un air un petit peu renouvelé et sain, même si un jour vous oubliez d'ouvrir vos fenêtres. Mais voilà, une chose à retenir déjà, ouvrez vos fenêtres 5 bonnes 10 minutes même,
au moins une fois par jour, voire peut-être 2 fois. On peut 2 fois, matin, peut-être le soir, et éviter, si vous pouvez limiter vos polluants, ce serait pas mal. Donc produits ménagers, produits de bricolage, faites attention à ce que vous avez, et puis si vous avez votre placard rempli de produits, faites le tri, parce qu'en plus c'est des produits des fois, s'ils sont vieux, ils ont perdu leur intérêt. On va ouvrir le bouchon et mine de rien, ces produits-là, soumis au froid, au chaud, stockés dans des placards, souvent eux-mêmes déjà très peu aérés, ça va générer beaucoup de choses dans votre domicile. Donc enlevez tout ça, faites un bon petit coup à la déchetterie et puis on peut, je pense, être assez d'accord avec Bérénice, et ça vous coûtera moins cher parce que acheter tous ces produits, oui, ça coûte cher aussi. Ça coûte cher aussi, mine de rien. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur tout l'intérêt de l'air intérieur. C'est hyper important, j'ai l'impression, et c'est quelque chose qui est vraiment à inclure. C'est l'air que vous respirez tous les jours, et cet air-là, plus elle est renouvelée, plus elle est saine, mieux c'est. Et effectivement, il y a des réglettes, il y a des VMC, il y a l'aération, limiter les produits. Je pense que là, on va le répéter, mais c'est vraiment toute une démarche. En plus, je trouve ce qui est assez intéressant de se dire, derrière, il y a aussi des habitudes quotidiennes qui sont... alors là, on va taxer d'écolo, mais en fait, c'est de la logique, quoi, en fait, tout ça. Oui, tout à fait, ouais. On n'est pas obligé d'être écolo pour être ça, on a juste envie d'être en bonne santé, en fait. Donc là, c'est un autre argument qui est pas toujours si économique que ça, mine de rien, même si on vient d'en parler par rapport au coût des produits. Et c'est important pour vos logements et la gestion de l'humidité, parce que ça, quelle plaît aussi pour des logements sains, quoi, l'humidité de l'air. Ah oui, ça engendre des moisissures. Et puis c'est pareil, donc qui sont allergisantes aussi, qui peuvent engendrer des maladies. Donc l'humidité, c'est un paramètre important à contrôler. Ah oui, c'est le cercle vicieux là, parce qu'en plus ces propres moisissures, donc ces champignons, vont être aussi néfastes pour notre... On va respirer les spores en fait des champignons, et effectivement ça a un impact sur la santé aussi. Donc l'humidité c'est important. Il y a souvent des problèmes d'humidité dans les logements, dans les salles de bain, etc. Donc, parce que ces petits champignons émettent des petites particules qu'on appelle ces spores. C'est ça. Et c'est tellement microscopique, quoi. C'est tout petit, comme à l'image du pollen un peu. Oui. Hop, on respire ça et ça pose des soucis, quoi. Tout à fait, ouais. Alors, on préconise combien? Parce qu'on peut peut-être conseiller aussi d'avoir un thermomètre, un hygromètre chez soi? On peut, oui, tout à fait. C'est des paramètres simples à mesurer. C'est les premiers paramètres qu'on mesure. Donc, on fait des campagnes de mesure. D'accord, vous faites ça aussi chez des gens? Alors chez des gens, on a un dispositif spécifique qui est sur tout le Grand Est, donc qui concerne aussi Saint-Dié, Lunéville, tous les communes alentours, qui s'appelle Interagir. Donc il y a un site internet qui s'appelle Interagir. Ok. Alors en deux. INTAIR apostrophe AGIR. Oui. Je ne me trompe pas. Et en fait, si on a un problème de santé si on a un problème de santé respiratoire, et on pense que ça peut être lié à son domicile. Donc il y a des conseillères en environnement intérieur qui se déplacent gratuitement, mais par contre il faut faire sous prescription du médecin. Donc sur le site vous trouvez tout, vous trouvez comment faire la prescription avec le formulaire, comment ça se passe, voilà. Et donc vous allez chez votre médecin et vous contactez donc l'association, et après donc il y a une conseillère en environnement intérieur qui se déplace, qui fait un diagnostic en fait de toute. Qui prend plein de mesures. Pas forcément, mais qui va déjà regarder votre domicile. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent dégrader la qualité de l'air intérieur, et s'il y a des solutions de remédiation simples. Qui pourraient expliquer votre état de santé, quoi. C'est ça, qui sont en lien avec l'état de santé. Donc on va dire là, c'est quand même il faut quand même qu'il y ait une pathologie qui soit associée. Et dans certains cas, si elles peuvent nous demander à mon Grand Est de venir faire des campagnes de mesure. Voilà, s'il y a besoin, si les identifient pas la source, ou si justement il y a une source qui peut être potentielle mais elles sont pas sûres et qui peut être liée à la maladie de la personne, là on va faire des campagnes de mesure. Donc là vous travaillez ensemble. On travaille ensemble. D'avancer sur quelqu'un qui a une pathologie, en lien avec son médecin, il peut chercher la source ou les sources qui expliqueraient son mal-être, quoi, et sa pathologie. Et c'est gratuit, donc c'est pris en charge par l'Agence régionale de santé dans le cadre du plan régional de santé environnement qui finance ce dispositif. Ah oui, on est dans la santé environnement qu'on parlait tout à l'heure. Si vous nous retrouvez, on parle effectivement d'air intérieur. On va refaire une petite pause, mais on va continuer un tout petit peu là-dessus, mais dans l'air intérieur, il y a aussi ce fameux radon. Et là, tu vas nous en dire un petit mot aussi, notamment pour vous, des Audaciens, tendez l'oreille parce que ça va vous concerner. À tout à l'heure. On va écouter quoi? Oui, Sinsemilia.
Super, alors c'est pas très réjouissant ce qu'on vient de dire, mais en même temps les gestes sont simples pour que ce soit, on va dire, un bonheur chez soi, et du coup t'as choisi tout le bonheur du monde, tout simplement. Et ben allez, on se fait un petit Sinsemilia et on se retrouve juste après, tout le bonheur du monde. Terre à Terre, l'émission qui vous fait voir la vie en vert sur RCM. Une coproduction RCM et etc., l'association des Audaciennes qui sensibilise à l'environnement. On se retrouve pour ce Terre à Terre, sur RCM toujours, avec Bérénice de Atmo Grand Est. Du coup, on parle d'air intérieur, on a même parlé du rôle de cette structure. Si vous la connaissez pas, vous pouvez aller sur Atmo Grand Est, vous tapez sur les moteurs de recherche, vous allez trouver ce que fait cette structure, si vous avez loupé le début. En tout cas, on a parlé aussi des pollens, ça va arriver. Et là, beaucoup d'infos sur l'air intérieur. Évidemment, on est 80% du temps à l'intérieur. Et là, il y a aussi quelque chose d'un peu particulier qui concerne le territoire plutôt de Saint-Dié, peut-être un peu moins Lunéville, tu disais. C'est le fameux radon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là, en tout cas le radon ? Donc le radon, c'est un gaz qui est naturellement présent dans le sol, et donc qui est radioactif. Voilà, qui émet de la radioactivité. C'est un gaz, quoi. C'est un gaz, mais qui vient qui est d'origine naturelle. Oui. Voilà. Et comme il est présent dans le sol, à certains moments, il peut remonter en fait dans les habitations ou dans tout type de bâtiment, et on peut le respirer. D'accord. Voilà. Et en fait, sur tout le territoire, on connaît le potentiel de radon. Donc de sortie de ce gaz. Voilà. Et sur justement Saint-Dié-des-Vosges, on a un potentiel de niveau 3, ce qui veut dire qu'il y a un peu plus de potentiel que sur Lunéville, où il me semble qu'on est potentiel 1. D'accord. Voilà. C'est 3 sur quoi ? Sur 5 ? Sur 10 ? Non, c'est 3 sur 3. Ah oui, d'accord. Alors on est en plein dedans pour Saint-Dié, alors dû à sa géologie, quoi, du coup. Dû à la géologie, en fait, notamment aux roches granitiques, qu'on va retrouver. Bon, là, on est commencé à être dans les Vosges, au niveau de Saint-Dié-des-Vosges, donc du coup, il y a du granit, et c'est ça qui va favoriser, en fait, la présence de radon. Donc là, pas si loin, on arrive justement au niveau du siège de la radio, on est à Thiaville, Raon-l'Étape, ça commence déjà, on est peut-être plus sur... c'est vraiment Saint-Dié, c'est vraiment à partir de Saint-Dié. D'accord, donc plus lié, et après, ça va jusqu'où ? Sur tout le massif niveau granitique ou... Oui, alors ça concerne principalement le massif vosgien, par exemple Guebwiller, Épinal, Gérardmer, voilà. Jusqu'à Épinal aussi, quoi. Oui, c'est vraiment lié en fait à la géologie. C'est vraiment un gaz qui est lié à la géologie. Alors c'est quoi ces risques ? Parce que du coup il se sent pas, il se détecte pas, personne peut le déceler comme ça sent rien, et du coup on le voit pas si c'est un gaz. C'est ça n'a pas d'odeur, c'est incolore, inodore. Ah oui, c'est un peu fourbe. D'accord. Après, quand on parle de potentiel, ça reste à potentiel. Ça veut pas dire parce qu'on est sur une zone là que c'est systématique, on va avoir du radon chez soi. Oui. Voilà, mais il y a un peu plus de potentiel sur ces zones-là que sur d'autres zones. Donc à surveiller. Alors comment on fait ? On habite là, Saint-Dié, Épinal, Gérardmer, jusqu'à Fraisse-Plainfin, parce qu'on les écoute jusque là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a déjà, si on a un appartement 4e étage, il n'y a pas forcément d'intérêt, j'imagine. Voilà, on se pose moins de questions, parce que comme il vient du sol, donc c'est vraiment au rez-de-chaussée qu'on va le plus le respirer. En général, il vient de la cave, etc. Donc à l'étage, il y a quand même moins de problématiques. Donc si on a une cave et si on a au sol directement, comme on dit, à terre-plein, là, on peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait par rapport à ça ? Alors déjà, c'est comme sur les polluants de l'air intérieur, le geste de base, c'est l'aération. D'accord. Voilà, c'est l'aération, parce qu'à partir du moment où on va aérer, on évacue les polluants, donc on évacue le radon. Donc une cave aérée, déjà là, ça serait déjà un petit quelque chose. Alors il va y avoir pas mal de choses possibles, j'imagine, mais peut-être une fenêtre un peu ouverte ou des petites choses qui attirent un peu, des petits. Oui, il suffit de faire un appel d'air, en fait, que l'air s'évacue et que l'air neuf rentre pour déjà limiter les niveaux de radon. Oui. Voilà. Après, ça c'est le premier point. Après, il y a aussi, si on est dans une zone avec le radon, éviter en fait qu'il y ait des trous, en fait, faire en sorte qu'en fait que la pièce de vie soit étanche par rapport s'il y a une pièce en dessous. Et puis éviter de faire des trous, par exemple pour faire passer une gaine de chauffage, ou alors vraiment bien étanchéifier derrière. Étanchéifier à l'air, donc et puis en plus isoler, étanchéifier à l'air. Déjà on n'a pas l'impact du froid d'en dessous, et du coup ça a double effet, quoi. C'est vraiment limiter les voies d'entrée, en fait.
D'accord. Voilà. Après, si on a une cave et puis par exemple on peut l'isoler, là c'est idéal. Comme ça, si on met par exemple une résine ou quelque chose de ce type-là, ça évite, ça fait comme une poche, enfin ça imperméabilise et ça évite la remontée du radon. Et donc on aère cette pièce-là. On étanchéifie pour pas que ça monte dans la maison, mais que ça aille plutôt dehors. Oui. Parce qu'une fois dehors, ça a pas du tout le même. Non, c'est dilué, hein, donc là c'est vraiment en fait le fait qu'il se concentre dans les bâtiments. Voilà. Après, il y a une loi sur le radon, hein, mais ça concerne uniquement les établissements recevant du public. Oui, donc un collège ou une maison de retraite va devoir faire des mesures obligatoires, des mesures réglementaires pour surveiller au moins tous les 10 ans les niveaux de radon. Et si on dépasse un certain seuil, on doit refaire des mesures et puis mettre en place des actions pour limiter les niveaux de radon. On sait que par exemple on a une mesure, il y a pas de radon ou très peu, mais ça peut bouger dans le temps. C'est pas forcément acquis, quoi, on va dire. Une fois qu'on a fait une mesure à 0, peut-être 10 ans après, ça peut. Oui, c'est ça. Revenir. Si on bouge, on fait des travaux sur le bâtiment, etc. Donc après, les occupants sont pas toujours les mêmes aussi, parce que c'est lié aussi à l'aération, donc aux occupants qui vont pas aérer de la même manière, etc. Donc c'est pour ça qu'on juge qu'au bout de 10 ans... Ils vont pas savoir, ils vont boucher, ils vont fermer la fenêtre de la cave, ils vont rechanger des fenêtres aussi, et hop, d'un coup... Donc au bout de 10 ans, ça peut bouger, effectivement. Donc là, on s'en rendait pas compte, mais ça partait par la vieille fenêtre de la cave, donc parce qu'elle était ouverte, et le jour où on change toutes ces fenêtres, on change même la fenêtre de la cave, PVC, tout ça, pof. Ah mince, du coup la cave elle est déjà un peu plus fermée, et donc le radon peut s'accumuler. Alors les effets quand même, si ça arrive, qu'est-ce que ça peut faire sur notre santé, on va dire? Oui, alors les effets c'est plutôt sur le long terme. Ah oui. Alors après c'est sur les cancers du poumon, on estime qu'il y a 10% qui sont attribuables au radon. Okay. Voilà. Et puis après, si on est fumeur, en plus, c'est un facteur aggravant avec le radon pour le cancer du poumon. Voilà. Après, ça reste des facteurs de risque, hein, c'est pas parce que Donc, autant en enlever un, c'est déjà pas mal. Autant faire des gestes simples. Après, si on construit une habitation aussi, prendre en compte, sur Saint-Dié par exemple, prendre en compte le fait qu'il peut y avoir du radon, et au niveau faire une dalle étanche, par exemple, une dalle étanche pour éviter la remontée du radon. D'accord. Voilà. Et puis, si on a un vide sanitaire, bien le ventiler. Comme ça, on est sûr que déjà au niveau du vide sanitaire là, il s'est ventilé et il n'y a pas de radon qui va remonter. Parce qu'après, on a beaucoup d'anciennes fermes vosgiennes posées direct sur le sol. Il n'y a rien en dessous, même les fondations sont posées directement. Donc beaucoup de personnes habitent dans ce type de maison, sur la Déo d'Assis, aux environs de Saint-Dié et à Saint-Dié. Donc là, s'ils ont une cave, il faut peut-être qu'ils fassent des mesures. Alors on peut faire des mesures, c'est pas très cher, c'est assez facile à faire. D'accord. Alors après il y a aussi le site de l'IRSN IRSN, on peut taper potentiel radon de ma commune, et après il y a des conseils en fait. Et ça donne en fait les dosimètres qui peuvent être achetés. Donc un dosimètre ça coûte normalement une quinzaine d'euros. D'accord. Donc c'est pas non plus excessif. C'est pas énorme, on peut en mettre en place en acheter deux et puis mettre vraiment quand même dans les pièces de vie, parce que l'objectif c'est vraiment de voir ce qu'on respire. Mesurer plutôt là où on est. Au rez-de-chaussée au rez-de-chaussée, plutôt rez-de-chaussée. Après, si on veut voir ce qui se passe dans la cave, on peut, mais il y a moins d'intérêt parce que normalement on vit pas dans la cave. Voilà, et comme ça nous donne une indication. On aère la cave une bonne fois pour toutes, mais après on voit quand même si ça suffit et que si ça monte pas, au rez-de-chaussée quoi. Oui. Et donc ces dosimètres. Alors là, par contre, il faut vraiment faire la mesure en hiver, parce qu'en hiver, en fait, il y a deux facteurs, le fait qu'on aère moins. Et le fait aussi qu'avec le chauffage, en fait, le radon il remonte par différentes de pression, et en fait en hiver cette différence de pression elle est plus importante et ça favorise l'entrée du radon dans le bâtiment. Donc, en général, il vaut mieux mesurer en hiver qu'en été, parce qu'on est parce que ce gaz il a forcément son poids, sa masse. C'est ça. C'est une histoire de pression, une différence de pression. Ah ouais, ça effectivement on pensait pas qu'il y avait un lien avec la saison aussi. Comme quoi on en apprend à chaque fois. Oui. Super. Donc faire les mesures en hiver, et puis on peut contrôler effectivement, faire une mesure de radon, c'est pas très cher. Voilà, ça permet d'avoir donné une indication. Oui. Surtout quand on arrive sur le territoire, qu'on sait pas trop, on construit ou on rénove, là au moins on a l'info, savoir s'il faut y prêter attention. Donc vous avez compris, il faut aérer un maximum de pièces. La cave, jusqu'aux pièces de vie tout en haut, au rez-de-chaussée, au premier étage, on ventile le mieux et le plus facilement possible, en ayant des portes un petit peu ajourées, sauf celles qui donnent peut-être dans des parties hyper froides, mais en tout cas, dans l'enceinte de la pièce, une VMC, il faut la surveiller, il faut l'entretenir. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être ce problème en sous-jacente, peut-être dans le monde du bâtiment, il n'y a pas vraiment de gens qui
qui posent, qui surveillent, qui entretiennent les VMC et tous ces systèmes de ventilation. Il n'y a pas trop de métiers, enfin, c'est chauffagiste en même temps, c'est poseur de fenêtres. Est-ce que on peut, ouais, il peut pas avoir des spécialistes de la ventilation en fait, au niveau artisan? Oui, effectivement, c'est un défaut qu'on a en France, c'est que la ventilation, c'est soit chauffagiste, soit plombier qui vont les poser. Il n'y a pas de métier spécifique. Alors après, il y a un travail. Ils sont formés quand même sur ce sujet-là ou je pense qu'ils ont quand même quelques éléments. Oui. Après, il y a de plus en plus dans les formations des professionnels, la ventilation est prise en compte. Oui. On a sur Brabois, il y a un plateau qui s'appelle Proxibat, justement la formation des professionnels, où justement il y a des choses spécifiques sur la ventilation. Plus on parle d'étanchéité à l'air des bâtiments, plus il faut faire attention à tout ça. Oui. Donc ça vient de plus en plus. Mais effectivement, il y a quand même un défaut par rapport au métier à l'heure actuelle, qui est le métier de ventiliste, qui n'existe pas en France, pas encore. C'est pas forcément dans tous les pays. En Allemagne, c'est un peu plus développé. D'accord. Voilà. Ouais. Après, dans d'autres pays, il y a plein d'autres manières de ventiler que nous. Aussi, voilà. Suivant le climat, suivant le climat, d'accord. Oui, en tout cas, je te remercie beaucoup parce qu'on en apprend et j'espère que vous en avez appris beaucoup là, vous derrière votre radio ou derrière votre écran, parce que je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur Facebook, soit sur la page d'Atmo, la page de l'association RCM et aussi la page de l'association etc. Et puis vous allez retrouver maintenant RCM sur une application. Voilà, je sais pas si tu es adepte des petites applis radio Bérénice ou pas, si tu es à l'aise avec ces outils-là. Mais en tout cas, si c'est le cas, et ben voilà, RCM Association, la radio, vous allez la trouver dans tous les fournisseurs d'applis habituels de vos smartphones. Et ben voilà, RCM, maintenant, vous pouvez l'avoir dans la poche, en tout cas dans votre téléphone aussi. En tout cas, pour écouter la radio en direct, et puis vous avez les liens avec tous les reportages qui sont réalisés de Lunéville à Saint-Dié. Il me reste vraiment à te remercier de toutes ces informations-là. Du coup, beaucoup d'infos, j'espère que vous avez pris des notes. En tout cas, vous pouvez retrouver, on va répéter, Atmo Grand Est sur internet. Oui. Pollinaire aussi, plus spécifiquement pour ceux qui s'intéressent au pollen et devenir des sentinelles. Et puis pour le radon aussi, il y a des pages dans Atmo Grand Est, mais sinon... Oui, tout à fait. Oui. Puis interagir aussi pour les personnes à leur domicile. Et interagir pour leur domicile, ça marche. Merci beaucoup d'être venu jusqu'au studio de Lunéville en tout cas. Eh ben de rien, c'est avec plaisir. C'est le plaisir partagé. Merci à vous les sapiens, profitez bien de votre environnement, continuez à le protéger et à en profiter. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau sujet autour de l'environnement, de la transition et de la nature. Au revoir Bérénice. Au revoir.